Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes samedi 9 janvier. J'avais annoncé le sujet, c'était la fameuse histoire de pédophilie de monsieur Olivier Duhamel. Nous allons y venir. J'ouvre une parenthèse sur l'actualité, sur Trump et sa déclinaison en France. Vous allez tout de suite comprendre. Et ensuite, donc, je reviendrai sur ce fameux dossier sulfureux Duhamel. Alors, je vais faire appel à ce que j'ai vu dans la presse française, c'est incroyable. À peine les manifestants évacués du Capitole, les médias français se sont vite empressés de s'adonner à leur sport favori, casser du Trump et vilipender ses partisans, qui sont forcément des séditieux, des bas du front, des sanguinaires, prêts à faire replonger l'Amérique dans la guerre civile. Mais voyons. Mais ces gens étaient relativement très discrets, voire très compréhensifs face aux émeutes de racailles racisées ou la violence des gauchistes, des Black Lives, des blocs Antifa, etc. etc. Mais là, par contre, il n'y a pas de mots assez durs pour vomir les patriotes américains. Libération, invasion du Capitole, Trump est l'ultime coup sauvage de l'incendiaire du chaos. Oh là là. Le Monde. Trump reste le président du chaos, celui qui a prospéré sur la violence, les clivages, les divisions. Ouais. L'Observateur, Donald Trump a mené la sédition, il devrait être destitué puis jugé. Le Point, jeudi, Capitole envahi par les pro-Trump, ça peut tourner à la guerre civile, mon Dieu. Et c'est vicieux, en publiant opportunément, avec à côté, un article sur l'ultra-droite prête à allumer la mèche, avec pour illustration un gilet jaune en béret basque portant le drapeau français. Donc, comme vous pouvez le voir, on essaye d'associer ces articles, ces photos sur les manifestants contre Trump et sur les gilets jaunes avec les mots ultra-droite, mouvement identitaire, guerre civile, antisémitisme. Voilà, c'est pas innocent. Alors, il y a 3 personnes qui se sont associées, un grand reporter du Parisien, Jean-Michel Descugis, une écrivaine, Pauline Guénat, et le journaliste du Point, Marc Le Plongeon. Et il existe pire que l'extrême gauche et l'islam radicalisé, c'est ce qu'on appelle la fachosphère. Et donc, vous voyez, ce monsieur Le Plongeon, qu'est-ce qu'il mettait comme post sur Facebook? Partout, l'ultra-droite fédère et coagule les colères. L'invasion du Capitole ou la tentative de pénétrer leur hashtag ne sont pas des événements isolés. Voilà. Alors, il a mené une enquête. Il en a fait un livre. Vous allez voir. Ce livre s'appelle La Poudrière. Voilà. Donc, c'est un livre un petit peu conspirationniste, mais dans l'autre sens. Donc, il s'appuyait donc sur Le Parisien, qui est quand même le quotidien le plus subventionné de France, associé à M. Nunez, l'ancien secrétaire d'État qui s'occupait de l'intérieur. Donc, malgré les attentats liés aux groupuscules gauchistes et islamistes depuis 50 ans, les milliers de morts et de blessés, les innombrables actes de vandalisme antichrétien, l'islamisation, l'ensauvagement de notre société, pour eux, le vrai danger, c'est l'ultra-droite. Voilà. Mais paradoxalement, à un moment, le Point avoue que ce danger reste secondaire par rapport au terrorisme islamique. Et oui, parce que, en fin de compte, je vous pose la question, combien d'imams sont assassinés, combien de mosquées sont brûlées, combien y a-t-il de pogroms anti-musulmans, puisque les fachos sont là. Voilà. Il n'y en a pas du tout. En tous les cas, moins que des soi-disant extrémistes, les extrémistes, qui sont des déséquilibrés, projetant des attentats. Bref. Oui, tout ce qu'on a eu, nous, comme attentats, c'est pour la droite, c'est des attentats au lardon. Je vous les en ai déjà parlé. Alors pourquoi mettre tout le monde dans le même panier, de l'ultra-droite prête à allumer la mèche, de la guerre civile, les skinheads, Renaud Camus, les antisémites qui s'inspirent de Soral, de Dieudonné, les cathos de la Manif pour tous, les royalistes de l'Action française, et puis alors vous avez les plus dangereux, c'est les néo-populistes. Génération identitaire, gilets jaunes, ultra jaunes, des anti-vaccins, des anti-migrants, des chrétiens radicaux et les cathos de l'Ouest. Eh ben dis donc, tout cela fait terriblement peur. Et pourtant, si on regarde bien, regardez le harcèlement contre Mila ou la décapitation de Samuel Paty.
Et en face, que fait la droite? Rien. Sport pour les garçons, cuisine pour les filles, causerie peut-être négationniste le soir au coin du feu. Voilà. Donc, cette gauche essaie de se faire peur et fantasme depuis des lustres sur les heures les plus sombres d'histoire de l'humanité, mais sans jamais regarder en face le terrorisme et la propagande islamique qui eux-mêmes, au nom du soi-disant vivre ensemble, ont contribué à propager, mais ils ne font pas leur autocritique, ils préfèrent regarder dans une autre direction, tout à fait à droite, et encore. Alors, je vais venir sur l'affaire Duhamel, et vous allez voir. C'est, comment dire, un reste ou un zeste de gauche caviar. Donc, la fille de Bernard Kouchner et d'Evelyne Pizier, une avocate qui s'appelle Camille Kouchner, a décidé de tout dire, de tout balancer sur sa familia grande, voilà, assez incestueuse, sur les liens qui unissent cette mafia rose, donneuse de leçons devant l'Éternel. Voilà, tout, nous serons tous sur les fêtes somptueuses à Saint-Néry-sur-Mer, sur leur concupiscence, sur leur méchanceté intrinsèque, leur arrogance de puissants à qui rien ne résiste, si bien en cours qu'ils savent que la justice des hommes ne s'appliquera pas à eux de leur vivant. Voilà. Mais les temps ont changé et cette perversité n'est plus trop la page et il n'y aura plus d'avocats médiatiques pour les défendre. Rappelez-vous Roman Polanski qui avait pu compter sur le soutien du ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner en 2009, lequel demanda très officiellement à son homologue américaine Clinton l'arrêt des poursuites contre le cinéaste polonais accusé de viol par une victime qui était âgée de 13 ans au moment des faits. Vous voyez, hein, 13 ans, c'est l'âge auquel le jeune fils de Bernard Kouchner a commencé à être initié au plaisir ou au déplaisir de la chair par son beau-père, le très respecté constitutionnaliste et politiste socialiste Olivier Duhamel. La nuit, quand le reste de la maisonnée dormait, M. Duhamel allait se glisser sous les draps du frère jumeau de celle qui a sorti le livre, Camille Kouchner, pour faire ses sales petites affaires. Mais c'était une autre époque, diront les salauds. Il y a prescription des faits, voilà. Hein. Mais est-il trop tard pour parler? Est-il trop tard pour rendre la justice? Non, 3 fois non. Il n'est jamais trop tard pour prendre conscience que nous sommes gouvernés par une élite incestueuse qui se croit au-dessus de la morale, qui nous méprise, qui s'arroge tous les postes de pouvoir. Le pédophile Olivier Duhamel doit d'abord s'analyser de la sorte. C'est un acte de domination, de possession sur un être plus faible. Il voyait le jumeau de Camille, comme lui, et ses amis d'ailleurs, voient la France, un objet de désir devant se soumettre à leur volonté. On voit parfaitement l'ambiance qui régnait dans ce petit milieu où tout le monde se connaît, où les femmes des uns épousent les autres quelques années plus tard, un cercle d'initiés ouvrant à des carrières peu risquées, puisque l'on passe d'un poste de ministre à un poste de président d'association en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Olivier Duhamel succède ainsi directement à Bernard Kouchner au Parlement européen en 1997. Facile, hein? Voilà, puisque à l'époque, Bernard Kouchner, le bel humanitaire au regard d'aigle, eut envie de faire autre chose. C'était vraiment facile, hein, très facile la vie de ces gens-là. Hein. Voilà. Hein. Enfin bon, c'était peut-être plus difficile pour les cœurs sensibles des enfants. Rappelez-vous que Kouchner gavait de somnifères ses enfants afin d'avoir la paix de recevoir tranquillement ses amis du Parti Socialiste. Et Duhamel, c'était Duhamel plutôt. Et donc leur belle-mère ne supportait pas les jeux d'enfants et leur intimait donc le silence. Hein, voilà. Mais les enfants sont déjà des adultes pour cette gauche post-68arde. Ils participent aux soirées des adultes qui se baignent nus dans la grande piscine de la maison secondaire, qui s'embrassent goulûment à pleine bouche, se font du pied sous la table, devisent sur le monde et la France qu'ils se partagent entre 2 verres de bandol et quelques toasts. Il se dit qu'il arrivait parfois qu'on roule des patins à des adolescentes, exposées nues sur de grandes photographies placées sur les murs. C'est de l'art. Cette liberté sexuelle et morale est pour eux la conséquence directe de leur statut social. La France n'a pas aboli les privilèges, elle a simplement changé le casting. Olivier Duhamel a épousé, et vous suivez bien,
l'ex-femme de Bernard Kouchner, qui est elle-même la sœur de l'actrice Marie-France Pizier, qui était l'épouse de Thierry Funk Brentano, qui était le cousin germain de Olivier Duhamel. Vous voyez? Tous filles et filles de jet-setters n'ayant jamais manqué de rien. Et la belle Marie-France Pizier a été retrouvée suicidée, attachée à une chaise en fer forgé au fond d'une piscine. Donc, on ose penser qu'elle s'est suicidée. Effectivement, elle a été mise au courant des actes pédophiles donc de son beau-frère Olivier Duhamel, et elle demanda à sa sœur, qui était féministe, de mettre un terme à cette relation et de tout révéler. Et elle n'en fit rien, arguant que son fils n'avait pas été sodomisé et qu'une fellation, ce n'était pas grand-chose. Voilà. Mais Marie-France Pizier se doutait-elle que des centaines de personnes avaient eu vent de ces petits secrets sordides à Paris et n'étaient pas venus à l'idée d'un seul d'entre eux de dénoncer ces crimes, et pour cause. Olivier Duhamel était même nommé président du cercle parisien le plus élitiste en janvier dernier, Le Siècle. Cette fondation concentre elle seule toute l'élite du pays. Évidemment, Christine Ockrent et Bernard Kouchner y ont d'ailleurs leur rond de serviette. Olivier Duhamel a aussi fondé l'association Culture et Diversité avec Marc Ladret de la Charrière, dont le fils a été condamné à 2 reprises pour détention et d'image pédopornographique dans l'indifférence générale. Ce sont tous ces gens qui ont passé leur vie à humilier le petit Français qui votait Le Pen, à justifier des délocalisations d'usines, à nous expliquer doctement que nous étions des monstres froids d'égoïsme parce que nous étions réfractaires à l'immigration. Ils ne comprenaient pas que nous puissions rester fidèles aux valeurs familiales traditionnelles. Voilà. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, cette grande famille est une espèce de mafia. Alors évidemment, ce livre qui va sortir, et vous allez voir, n'en finit plus de faire causer, effectivement, de faire sortir la merde accumulée depuis 30 ans dans cette famille, sans tabou, mais quelque part c'est un peu leur droit, mais lorsqu'on mêle les enfants à leur vie sexuelle, à leur vie d'échangiste, à leur vie d'obsédé du sexe, ça soulève le cœur. On peut même se demander, la mère, qui est décédée il y a 2-3 ans, n'était pas au courant et n'encourageait pas son salopard de mari. Oui, elle était au courant. Voilà. Parce que, comme je l'ai déjà dit, vivre tout nu au bord de la piscine en été, ado, mâle, femelle, c'est quand même relativement curieux. Et puis alors, permettre que son mari, donc Olivier Duhamel, photographie les fesses, les seins et le sexe de ses enfants pour les afficher au mur, c'est quand même de l'incitation à l'inceste. Voilà. Enfin, il appelait son cercle la grande famille Duhamel. Voilà. Enfin bon, les post 68 heures, voilà, c'est ce que je dis. Tout le monde s'embrasse sur la bouche, les adultes se baignent tout nus dans la piscine, mais on ne demande pas aux enfants si ça les gêne. Les gamins vont chercher une balle sous la table, tout le monde est en train de se faire du pied. Voilà. C'est dans les passages du livre. Voilà. Mais effectivement, Olivier Duhamel faisait des photos des fesses, des seins de ses beaux enfants, de ses invités, et tout était affiché sur les murs de la maison. Et franchement, ça c'est Anne-Elisabeth Lemoine, que vous voyez de temps en temps à la télé. Voilà. Et ceux qui les côtoyaient savaient, ce secret était partagé par beaucoup plus que 50 personnes. Il était partagé par des centaines de personnes. Donc, mais ces intellos, faisant partie du tout Paris, se voulaient progressistes, modernes, sans tabou. Ils faisaient partie de la fameuse génération qui considérait que l'enfant a une sexualité. J'ouvre une parenthèse. Oui, l'enfant a une sexualité. Elle est limitée, si vous voulez, à la découverte de son propre corps, à éventuellement de la masturbation, un point, c'est tout, mais pas avec de la participation des adultes, d'accord? Mais leur plaisir passe avant tout, et la belle gauche libertaire, liberticide, qui ne pensait qu'à jouir. Voilà. Donc, l'épouse d'Olivier Olivier Duhamel, Evelyne Pizier, sa réaction se serait faite en 2 temps. D'abord, elle a fondu en larmes, et pris ses affaires pour s'éloigner du cocon familial. Puis elle est revenue au bercail pour défendre son époux. Cette femme était faible, elle ne pouvait pas accuser son premier soutien, son mari. Il fallait un coupable, ça a été sa fille. Voilà. Donc, cette Evelyne Pizier, donc, qui était l'ex-femme de Kouchner et donc
mariée en seconde note avec Duhamel, elle a tenté de trouver des excuses à son mari, en parlant avec sa fille, en disant il regrette, tu sais, il n'arrête pas de se torturer, mais bon, il avait presque 15 ans, ton frère n'a jamais été forcé, voilà. Hein. Bon, bien sûr, toutes les bonnes excuses, voilà. Et donc, la fille, celle qui écrit le livre, Camille Kouchner, évoque la réaction inattendue de sa mère. J'ai été surprise de la violence de ma mère, de son déni. Cette violence m'a enfermée dans le silence encore plus. J'étais responsable de l'avoir trahi parce que j'aurais dû tout lui dire. J'étais responsable de ne pas avoir protégé mon frère, mais j'étais responsable aussi d'avoir demandé à mon frère de lui parler après de longues années. Voilà. Hein. Donc, cette fille se retrouvait coupable de tout parce que justement, elle voulait faire sortir la vérité. Hein. Voilà. Donc Olivier Duhamel a nié les faits 48 heures avant d'avouer la vérité à sa femme. Voilà. Alors, comment dire, pauvre gamin. Donc le frère, hein, Saint-Nombrant Victor, était violé chez sa mère par son beau-père, et quand il allait chez son vrai père, sa belle-mère, Christine Octrène, les faisait taire, ne supportant même pas leur rire. Ils étaient si bien accueillis que leur père leur donnait des somnifères pour qu'ils soient couchés tôt et ne dérangent pas les soirées Kouchner-Ockrent. Voilà. Y avait-il aussi des soirées spéciales que les enfants ne devaient pas voir? On ne sait pas. Hein. En tous les cas, les enfants étaient drogués. Voilà. Alors, Bernard Kouchner en prend aussi pour son grade, aucunement par rapport au fait, mais en raison de son absence et de sa dureté. Elle parle de son père. Elle dit « Bernard hurlait, nous terrorisait, nous reprochait le malheur du monde », écrit Camille de son papa, quand il rentrait de ses missions humanitaires au bout du monde. Colérique, pas toujours fin, après le suicide de la grand-mère qui ravage Evelyne Pizier dont il était séparé, il récupère ses enfants et les met au lit avec un somnifère pour ne pas être trop importuné. Voilà. Et la fille dit « Mon père, un héros déserteur », voilà. Christine Ockrent, la star de la télé, l'ancienne reine du JT, devenue la compagne de Bernard Kouchner, apparaît brièvement comme une belle-mère acariate, pas du tout aimante. « Tes enfants font trop de bruit, dis-leur de rire moins fort », lâche-t-elle à table parmi d'autres amabilités du même genre. Et donc les jumeaux, donc Camille et son frère, soi-disant Victor, détestent venir chez ce couple médiatique qui reçoit tous les soirs la gauche caviar. Voilà. Et on leur demande de rester invisibles et de ne pas se faire voir. Voilà. Les pauvres gosses, quelle vie de chien, malgré l'argent, le confort, la vie facile, l'horreur chez la mère et le sentiment d'être trop chez leur père. Et ces gens font partie des donneurs de leçons, ceux qui défendent le droit d'ingérence, qui sont prêts à faire des guerres où meurent les nôtres, de ceux qui se disent de gauche vous donnent des leçons d'ouverture, de tolérance, de partage, de gentillesse, les mêmes qui sans doute trouvent normal qu'un Zemmour soit traîné au tribunal pour incitation à la haine, mais trouvent normal de haïr leur propre gosse. Oui, quand on viole son enfant, quand on laisse son conjoint violer son enfant, ou quand recevoir son enfant c'est une corvée, quand on hurle sans cesse sur ses enfants, qu'on ne voit que de temps en temps, quand on drogue ses gosses pour se débarrasser d'eux, c'est de la haine. Mais Kouchner n'aime que lui-même, on aurait sans doute un jour ou l'autre l'occasion de parler en détail de ce pourri narcissique incapable d'aimer ses propres gosses. Et oui. Alors je rajoute, j'ai vu quelque chose, oui, par Yvan Jouffol, que vous voyez régulièrement sur CNews, je vais vous lire ce qu'il en dit. Donc il revient, hein, une partie de la gauche morale savait, selon l'auteur, dans ce microcosme des gens de pouvoir, Saint-Germain-des-Prés, beaucoup savaient, la plupart ont fait comme si de rien n'était. Voilà. Hein. Le politologue et constitutionnaliste Olivier Duhamel était jusqu'à présent une figure mondaine et médiatique du progressisme sentencieux, chroniqueur notamment sur Europe 1 et LCI, président de la Fondation nationale des sciences politiques, membre du comité de pilotage culture et diversité, avocat associé dans le cabinet de Jean Veil, le fils de Simone Veil. Il était également à la tête du Siècle, club d'influence qui regroupe par cooptation la crème de l'élite française. Alors ces gens-là, les sermonnaires qui n'ont jamais assez de mots pour dénoncer les crimes pédophiles commis au sein de l'Église, auront-ils le même goût pour mettre au jour les turpitudes que la gauche caviar a pu s'autoriser? Rappelez-vous, c'est cette même gauche libérée qui pétitionnait dans les années 70 pour défendre des pédophiles poursuivis par la justice. Bernard Kouchner était parmi les signataires. Et alors, de son côté, Elisabeth Guigou, très proche de Bernard Kouchner et d'Olivier Duhamel,
Et elle est présidente de la commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Une honte, voilà. Hein. Et elle est citée, Elisabeth Guigou, parmi les proches d'Olivier Duhamel. Hein. Elle a présidé depuis décembre une commission spécifiquement chargée de travailler sur le sujet encore tabou en France. Voilà. Hein. Alors, elle retourne la situation à son avantage. Elle nous dit « Le silence pendant des années de cette famille que je connais nous montre combien il faut être courageux pour que ce tabou puisse être levé. Nous côtoyons tous des victimes et des agresseurs sans le savoir. Je ne fais pas exception à la règle. » Oui, elle ne savait pas, bien sûr. Mais donc, l'indignation monte évidemment dans les réseaux sociaux. Et voilà. Hein. Et donc, tout le monde trouve que Elisabeth Guigou devrait démissionner de cette commission sur les violences sexuelles sur enfants. Bien sûr, Elisabeth Guigou n'est coupable de rien, mais elle est compromise avec trop de personnes. Et voilà. Ah oui, l'une des premières femmes, Tristan Banon, qui est l'une des premières femmes à avoir dénoncé les agissements de Dominique Strauss-Kahn, qui était également amie avec Elisabeth Guigou, voilà. Alors elle lui dit, cette dame, elle dit, dites, Madame Elisabeth Guigou, vous avez bizarrement choisi vos fréquentations avant de prendre la présidence de la commission sur les violences sexuelles commises contre les enfants en décembre dernier. De DSK à Olivier Duhamel, vous faites un sans faute. Hein, voilà. Alors, dans un documentaire Netflix Chambre 2806 revenant sur l'affaire à l'origine de la chute de l'ancien patron du FMI, Elisabeth Guigou a voulu défendre DSK, vous voyez à peu près. Elle a déclaré à propos de son ami de l'époque, pourquoi donc Dominique Strauss-Kahn aurait-il besoin de le faire, c'est-à-dire de violer. C'est un homme charmant, brillant, intelligent, il peut être drôle par moments. Voilà. Enfin, alors, qui savait? Il savait. Enfin bon, une simple étude des fréquentations de cette gauche caféière suffit à se faire une idée. Hein. Mais comme vous pouvez le voir, ces gens-là qui s'estiment être défendeurs des valeurs de la République, voilà. Alors, un petit point de détail très très important. Est-ce que toutes les victimes sont égales devant les médias? Eh bien non. Mais pourquoi on parle du livre de Camille Kouchner? Il y a une promotion médiatique en exclusivité au Monde et au Nouvel Obs. Eh bien pourquoi? Parce que le président du directoire du Monde et le vice-président du Nouvel Obs n'est autre que Louis Dreyfus, qui est le mari, le compagnon de Camille Kouchner, celle qui fait le livre. Donc, c'est toujours une histoire de famille, si vous voulez. Elle écrit son bouquin, elle tape sur sa belle-mère, son beau-père, etc., etc., son père, sa mère, enfin bref. Elle tape sur tout le monde. Et puis, en fin de compte, c'est son compagnon qui fait le battage médiatique pour qu'on parle de son livre et qu'on brasse la merde. Hein, voilà. Hein. Et cette Camille, pour la présidentielle en mai 2012, elle a rejoint un groupe de 362 intellectuels, citoyens, étudiants, acteurs de l'éducation, des universités, de la recherche, de la médecine, des arts et de la culture, qui appelaient à voter en faveur de François Hollande pour les savoirs et la culture. Voilà. Hein. Alors, pour vous dire, hein, Olivier Duhamel, ce monsieur, pour vous montrer un petit peu toute cette mafia, eh ben, Olivier Duhamel faisait un livre avec Martine Aubry, petit dictionnaire pour lutter contre l'extrême droite. Voilà. Hein. Daniel Cohn-Bendit, tiens, avec Olivier Duhamel, avait fait un livre, toujours aux éditions du Seuil, le petit dictionnaire de l'euro. Est-ce que vous avez compris ce qu'il faut attendre de ces gens qui sont des donneurs de leçons, qui s'estiment être le camp du bien, et que dès que vous êtes un petit peu souverainiste, patriote, vous êtes dans le camp du mal parce que vous seriez fermé. Mais nous, on est fermé, peut-être, on est peut-être un peu centré sur nous-mêmes, parce que d'abord, on veut s'occuper de nous, de nos gens, des gens qui habitent en France depuis des années, et un peu moins de l'extérieur. Et eux, ils ne s'occupent pas de leur propre famille, hein, ils font les pires atrocités chez eux, et puis ils font les beaux en allant s'occuper de l'Afrique, de tas de choses comme ça. Et alors, pour en revenir à Bernard Kouchner, j'ai vu passer un article, je ne l'ai pas saisi tout de suite, et je ne sais pas si je le retrouverai, je vais tâcher. Il semblerait que
Bernard Kouchner, sous réserve, hein. J'ai vaguement lu le titre. Vous savez, pendant la guerre de Yougoslavie au Kosovo, il y avait des gens qui faisaient des prisonniers. Alors, je ne vous dis pas toutes les énormes atrocités qui se sont faites durant cette guerre. Hein. Mais, il y a eu aussi un trafic. Non pas un trafic de personnes, mais un trafic d'organes. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait des médecins fous qui prélevaient sur des prisonniers vivants, bien sûr, je sais pas, des foies, des reins, le cœur peut-être, on va savoir. Hein. Et donc qui charcutaient allègrement, et c'était revendu, 50, 100 000 dollars pour des personnes qui avaient besoin d'organes pour changer les leurs. Voilà. Vous voyez le truc? Alors, hein, je n'en dis pas plus, mais il semble, alors j'ai vu un titre disant les copains à Kouchner au Kosovo, ça y est, les dossiers ressortent, les trafiquants d'organes. Alors, je ne dis pas qu'il était mêlé. Certains articles laissent paraître. Mais bon, moi, je n'ai pas de preuves, je ne me permettrai pas. Hein. Mais je vous dis que c'était, voilà, quand vous cherchez, vous pouvez tomber sur des choses qui en parlent. Mais bon, moi, je n'ai rien à dire. Je vous signale les informations que j'ai vues comme ça, mais voilà, c'est tout. Mais bon, les trafics d'organes ont existé. Hein, voilà. Je ne dis pas que Kouchner était partie prenante, mais il y a eu énormément de choses comme ça, et ça existe toujours. Hein. Quand vous êtes riche et que vous avez beaucoup d'argent et que vous avez besoin d'un organe, vous inquiétez pas que vous pouvez arriver à trouver, même en Chine communiste, je veux dire, on ne se gêne pas pour prélever des organes sur des prisonniers et pour les revendre, pour faire du trafic. Hein. Vous savez, quand il y a un totalitarisme, c'est comme ça. Voilà. Mais enfin bon, comme je l'ai dit, quand j'ai vu ces histoires de Trump et des patriotes, au fait, le fameux monsieur avec la tête de bison, alors je ne comprends pas parce que il était dans des manifs de Black Lives Matter, il était là au milieu, et je l'ai vu faire la bise à Biden. Et maintenant, j'apprends que c'était soi-disant un acteur. Alors, c'est un flou, mais franchement, c'est très, très, très bidonné. J'ai même vu des articles en disant, mais les ordinateurs qui ont été volés, notamment l'ordinateur de la principale chef, la Nancy Pelosi, c'est pour savoir en fin de compte ce qu'il y avait dedans. Et c'est en faisant semblant, si vous voulez, que ça soit volé par des patriotes qui viennent foutre le bordel. En fin de compte, il y avait des gens qui venaient strictement pour piquer les ordinateurs et savoir ainsi ce qu'il y a sur ces ordinateurs, s'il n'y a pas des traces de traîtrise, de collaboration avec la Chine ou de magouille. Et puis, j'en rajoute une derrière. Qu'est-ce que je vois ce matin ? Le gendre de cette Nancy Pelosi, qui est absolument contre Trump, une anti-Trump et tout, son gendre est actionnaire de la société Dominion, les fameuses machines à voter qui étaient trafiquées. Donc, c'est un truc. Et vous croyez que la presse française en parlerait? Non, Incroyable. Incroyable. Bon. Alors, quand vous voyez ça, c'est sidérant, hein, je veux dire. Les Black Lives Matter, les racistes noirs ont foutu à feu à sang tout l'été. Oh, mais c'est les pauvres noirs qui se rebellent parce qu'ils sont maltraités. Et là, quand vous avez des gens qui rentrent, qui se prennent en photo, à qui on a ouvert les portes, j'ai vu des vidéos, on leur ouvrait les portes. Donc, en fin de compte, on les a bien laissés rentrer. Je répète aussi que c'est Trump qui a appelé la garde nationale pour faire régner un certain ordre, hein. Et qu'il a fait une vidéo, il a passé un message disant « Rentrez dans le calme, vous avez manifesté votre mécontentement, vous avez fait connaître votre idée, maintenant rentrez sans faire... voilà, hein, qui peut encourager... effectivement, je suis d'accord, il y a eu vol, il y a eu tromperie, etc. Mais on casse rien, on brûle rien, rentrez chez vous. » Et comme par hasard, Twitter ou Facebook ont coupé son compte pour pas qu'on puisse dire que Trump avait demandé aux gens de garder leur calme et puis de rentrer chez eux tranquillement, sans faire de vagues, quoi. Donc, vous voyez, suivant comment on peut interpréter l'actualité, donc c'est pour ça que moi, je n'aime pas qu'on me prenne pour un imbécile. Donc, voilà. Bon, écoutez, je vais certainement publier cette vidéo ce samedi soir, et puis...
Et puis voilà. Ah, je crois que j'avais oublié la dernière fois de vous mettre la vidéo avec le Simpson. Vous verrez là, avec le bison et puis Simpson. Parfois, comme je vous ai dit, sur les trucs de Simpson, il y a des trucs assez annonciateurs. Bon, bref, c'est un détail. Bon, je vous laisse profiter de votre week-end. N'oubliez pas de partager. Et puis, on va revenir sur d'autres choses, certainement lundi ou mardi. En tous les cas, merci du temps que vous me consacrez. Moi, j'en consacre beaucoup pour venir vous expliquer tout ça. C'est assez prenant, oui. C'est assez prenant. Puis il y a tellement de choses à dire. J'ai mis le doigt dans un engrenage, là, mais bon. Allez, en tous les cas, je vous remercie. N'hésitez pas, partagez le plus possible. Merci beaucoup. Au revoir. Passez un bon week-end.